On a tous bien compris que c'est pas juste un phénomène de mode, c'est une vraie transformation de société, du puppuccino à l'ocytocine. Maintenant, est-ce que ces changements se révèlent aussi dans les faits et dans les chiffres? Et le docteur Olivier Bidault va nous dresser un panorama de la médicalisation en France, comparé avec ce qui se passe dans les autres pays européens. Et c'est une image importante pour qu'on se rende compte de là où on en est sur ce sujet et de voir où est-ce qu'il faudrait qu'on soit et qu'on évolue pour aller être en adéquation avec les évolutions de la société et les demandes des propriétaires canins. Bonjour à tous, merci de cette invitation pour parler de la médicalisation. Faire un état des lieux en France, vous allez voir que c'est pas toujours évident de regarder et de nous comparer par rapport aux autres pays du monde ou d'Europe. Et puis parler un petit peu de la place de l'innovation, notamment des médicaments, mais aussi du diagnostic, pour accompagner ou améliorer cette médicalisation des animaux de compagnie. Alors, tout d'abord, on va parler du marché. Le marché français, c'est un marché à très fort potentiel au niveau de la population animale, des animaux de compagnie ou des compagnons de vie. Je vais essayer de changer mon champ lexical après cette présentation. Si on prend le chien, la France est à la 2e place européenne, derrière l'Allemagne. Et pour le chat, c'est à la même place. Donc, on se rend tout de suite compte de l'importance, en tout cas de la place de la France au niveau européen. Alors, attention, les sources, selon les pays, on n'a pas toujours les mêmes sources. J'ai essayé de compiler ce qui me semblait le plus cohérent, mais ça semble quand même être aujourd'hui les deux podiums au niveau du nombre d'animaux de compagnie dans les pays européens. Si on passe à la France, donc à la diapo suivante, on a 16,6 millions de chats en France, qui est un chiffre plutôt stable après une décennie de forte croissance, et une population de chiens autour de un peu moins de 10 millions, 9,6 millions de chiens, avec une légère tendance baissière depuis quelques années. Là, la comparaison par rapport à 2 ans, donc là c'est les derniers chiffres 2026, font état d'environ 300 000 chiens en moins. On l'a dit, c'est prépondérant, 54% des foyers français possèdent un chien ou un chat. Si on rajoute les autres animaux de compagnie, on passe à plus de 60%. Et 36% des Français considèrent leur animal comme leur enfant. C'est plus marqué chez les femmes de 35 à 44 ans, où c'est 46%. Et on peut le dire aujourd'hui, je pense que je ne vais pas le dire mieux qu'Hélène auparavant, l'animal est clairement un membre de la famille à part entière aujourd'hui. Alors, déjà, par rapport au sujet du jour, comment peut-on définir la médicalisation ? J'ai essayé de proposer une définition de la médicalisation qui pourrait être l'ensemble des pratiques de prévention, de diagnostic, de traitement et de suivi médical visant à maintenir ou améliorer la santé des animaux, prévenir ou traiter ces maladies sous la supervision d'un vétérinaire. Bon, il vaut ce qu'il vaut, on essaie de couvrir le sujet. En tout cas, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment la mesurer, cette médicalisation. Et on va se rendre compte que c'est pas si évident de mesurer la médicalisation, parce qu'il y a potentiellement beaucoup de critères à prendre en compte et qu'il n'y a pas, là, j'ai pas trouvé de critères universels qui permettraient de l'évaluer correctement et de manière facile, et ensuite de trouver des données. Alors, un des critères de mesure qui semble le plus fréquemment utilisé, en tout cas qu'on retrouve le plus, pour lesquels on a le plus de données, même si la méthodologie n'est pas toujours la même, semble être le taux de visite vétérinaire annuel, c'est-à-dire le pourcentage de chiens et de chats qui passent chaque année la porte d'une structure vétérinaire. Voilà. Alors, aucun critère ne semble parfait. Celui-là est intéressant, mais il y a des critères qui sont secondaires, qui peuvent être très intéressants ou indirects. On a le taux de couverture vaccinale. Alors, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la chance de l'avoir. On va en parler après. La France a cette chance grâce au SIMV et aux laboratoires fabricants commercialisant des vaccins. C'est un indicateur de prévention qui est assez intéressant. Donc, c'est la proportion d'animaux à jour dans leur appel de vaccins, notamment sur les valences essentielles, mais aussi sur les autres valences. Un critère indirect qui peut être le taux de pénétration de l'assurance santé. Alors, ce critère, il est assez intéressant parce qu'on va le voir juste après. Il est très fortement corrélé au taux de visite dans les structures vétérinaires, ce qui paraît assez logique et c'est assez marquant. Ensuite, on peut trouver d'autres critères, plus ou moins intéressants, directs, complets, etc. Le nombre d'actes par an, le chiffre d'affaires annuel du médicament ou des vaccins, si on veut plutôt évaluer la prévention, les paniers moyens de visite, le taux d'identification, le taux de pénétration des thérapies innovantes. Voilà, on peut trouver pas mal de choses, ou la part des dépenses de santé dans le budget total
dédiés à l'animal au niveau annuel. Alors, où est-ce que se situe la France en termes de médicalisation? Alors là, c'est pareil, j'ai essayé de compiler des données qui n'ont pas toute la même méthodologie, donc n'essayons pas de comparer les pays directement. Ça donne un ordre d'idée, d'ailleurs vous allez voir, c'est souvent des fourchettes. Ce qui ressort partout, c'est que la Suède semble être le champion mondial de la médicalisation des animaux de compagnie, avec des taux de visite annuels très élevés, même chez le chat. Vous verrez après que le chat reste toujours largement en deçà du chien. On en parlera un petit peu après. Et un taux d'assurance, alors j'ai même vu une statistique à 91% de taux d'assurance en Suède qui est monumentale. En tout cas, c'est clairement le grand gagnant de la médicalisation au niveau européen, ça c'est sûr, et probablement mondial. Vient ensuite le Royaume-Uni, avec un très bon taux de médicalisation, en tout cas de visite annuelle pour le chien, un peu plus bas pour le chat, mais quand même très élevé, et un taux d'assurance qui est relativement élevé, entre 25 et 30%, et surtout des plans de prévention très, très souvent mis en place et qui participent à la médicalisation, puisque dans, on va dire, le contrat que les propriétaires d'animaux ont avec leur vétérinaire, il y a des rendez-vous de suivi. Les États-Unis, avec là une grosse différence entre les chiens qui semblent très médicalisés et les chats où c'est un peu plus bas, et pour autant un taux d'assurance moyen qui est plus faible, voire plus faible que dans pas mal de pays européens. Ensuite, l'Allemagne, qui se rapproche de la France, qui est juste en dessous, avec une différence assez marquante sur le taux d'assurance, où on l'estime entre 10 et 20%. J'ai vu une statistique à 20% aussi pour le taux d'assurance en Allemagne, alors qu'en France, on l'estime plutôt autour de 5%. Donc, chien, toujours plutôt bien médicalisé en France et en Allemagne, le chat un peu en deçà. Et pour les deux derniers pays, les deux dernières lignes, l'Espagne et l'Italie, on est à des niveaux un peu plus bas, et notamment chez le chat, où la médicalisation est plus compliquée et les taux d'assurance également plus faibles. Alors, je parlais de la vaccination et de la chance qu'on a en France d'avoir cet observatoire de la vaccination qui est un indicateur extrêmement intéressant et complémentaire à ce qu'on vient de voir. Ça permet d'estimer, grâce aux données des laboratoires qui commercialisent des vaccins en France, la proportion d'animaux sur la population totale estimée de chiens. Donc là, c'était 9,7 millions en 2024. Le taux d'animaux qui ont une couverture vaccinale à jour sur les différentes valences. Là, en l'occurrence, j'ai pris la parvovirose, mais on peut parler des valences essentielles chez le chien, où on est environ à 60% de chiens couverts à jour de leur vaccination pour les valences essentielles, ce qui est plutôt très bien. Et on voit qu'on est quand même arrivé à une sorte de plateau, donc à suivre dans les années à venir ce que ça donne. En tout cas, il y a eu une croissance préalable et aujourd'hui, il y a une sorte de plateau. Chez le chat, la situation est très différente. On a une croissance continue, mais plutôt lente du taux de vaccination. On est passé, alors plutôt lente, c'est relatif, hein, on est passé en 7 ans de 18% à 25%, donc c'est bien. Mais il reste qu'on a un chat sur 4 seulement aujourd'hui qui est vacciné, en tout cas qui est à jour de ses vaccins en France, ce qui est quand même extrêmement faible pour l'animal préféré des Français, en tout cas le plus possédé avec 16,6 millions d'animaux en France, donc un énorme potentiel de médicalisation. Alors, pour la médicalisation des animaux de compagnie, on peut résumer qu'on a plutôt une bonne médicalisation qui est historique chez le chien, avec un bon taux de visite annuel, un bon taux de vaccination, un fort taux d'identification. Chez le chat, une sous-médicalisation qui est chronique, même si elle a tendance à s'améliorer doucement. Et on constate, et ça c'est quand même un point problématique, un gros décrochage entre la première année où le chat est plutôt bien médicalisé, et puis la suite où une fois qu'il est identifié, vacciné, qu'il a reçu sa primo, et ben du coup on le revoit que quand il a fait un accident de circulation ou une maladie grave. Voilà, je caricature, mais ça arrive. Et on constate un glissement plutôt lent, continu. Hélène en parlait tout à l'heure, hein, du vétérinaire, quand on est sorti de l'école, on est sorti la même année, la même école, donc on a les mêmes repères. Le vétérinaire, il était surtout là pour soigner. C'est sûr qu'on est passé vraiment du vétérinaire soignant curatif à la prévention qui est devenue prépondérante dans le quotidien des cliniques. Et de manière plus récente aussi corrélée à l'apparition, alors d'une part à l'allongement de la durée de vie des animaux, et également corrélée
à l'innovation thérapeutique et diagnostique, on se rend compte qu'on a un glissement assez important, on va le voir juste après en chiffres, des maladies chroniques et de la gestion des maladies chroniques et de l'animal âgé, avec de très forts développements de ces marchés-là. Alors justement, pour commencer, on va regarder un tableau qui est assez marquant de mon point de vue, c'est l'évolution comparée du marché des médicaments, donc des parts de marché entre les animaux de rente, vous voyez qu'on en parle quand même ce soir, et des chevaux par rapport aux animaux de compagnie, avec, le graphique se passe de commentaires, hein, une évolution marquante de la place des animaux de compagnie sur le marché français en moins de 20 ans. Marché, parce que du coup là on est en part de marché qui a évolué de plus de 30% entre 2000, je crois qu'il y a juste, j'ai plus la date, je crois que c'est 2010 et 2022, donc sur les 12 dernières années. Donc évidemment, quand on voit la part de marché équine qui est plutôt stable depuis 2004, ça veut dire que le marché, il a cru de 30%. Autre donnée qui permet de visualiser un petit peu la partie innovation et dynamisme, on va dire, des marchés. Là, c'est au niveau européen. Sur les 5 dernières années, les marchés les plus dynamiques au niveau du médicament, les deux plus dynamiques, c'est d'une part les volailles, où il y a eu beaucoup d'innovations, notamment en vaccins, et en deuxième, les chiens et les chats, avec un dynamisme de 30%, ce qui est assez important, viennent derrière les autres espèces de rente, ruminants et porcs. On peut se poser la question, en quoi l'innovation peut améliorer la médicalisation des animaux. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. J'ai essayé de couvrir différents scopes. Le premier, c'est la couverture des ce qu'on appelle les gaps thérapeutiques, donc en fait les besoins médicaux non pourvus à un instant T. On a la chance d'avoir également un réseau français de la santé animale, le RFSA, qui, avec des parties prenantes vétérinaires, établit pour les différentes espèces animales les besoins non pourvus des différentes filières. Donc là, c'est le compte-rendu de la dernière réunion pour la filière chien-chat et nos animaux de compagnie qui date de fin 2024. Donc je pense qu'il y aura c'est tous les 2 ans, donc il y en aura une en fin d'année 2026 qui mettra à jour, et avec pas mal de mises à jour, puisque on se rend compte que par rapport à d'autres espèces, finalement, le nombre de gaps thérapeutiques majeurs est finalement relativement faible. On se rend compte qu'on a des gaps assez critiques dans d'autres espèces animales. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en animaux de compagnie, bien sûr il y en a beaucoup, mais on se rend compte qu'il y a finalement peu de gaps majeurs, et que dans les gaps majeurs de 2024, si on les regarde, finalement il y en a 2 qui sont en cours de résolution, avec des AMM qui viennent d'être obtenus dans les 6 derniers mois sur des antibiotiques non critiques par voie IV. Pour les anémies par carence, également un médicament qui a obtenu son AMM, et puis l'arrêté prescription restreinte, la liste des médicaments à prescription restreinte, donc humains, qui a été mise à jour récemment. On a également, alors c'est pas une AMM, mais des solutions pour le traitement de la péritonite infectieuse féline, etc. Donc il y a pas mal de choses qui ont avancé depuis 2 ans sur ces gaps thérapeutiques. Bien sûr, il en reste des gaps. Il y a des maladies majeures. On parlait de la PIF, on parlait du FIV qui n'ont pas de vaccin. C'est encore des choses qui pourraient évoluer. Mais on se rend compte qu'on est quand même maintenant beaucoup dans la spécialisation sur des molécules de cancérologie qui sont effectivement manquantes, etc. mais qui peuvent devenir disponibles grâce aux médecines humaines. On a également, et ça c'est marquant, on va le voir en chiffres, des innovations qui améliorent la prise en charge des affections chroniques, j'en parlais juste avant, et de l'animal âgé. C'est évidemment en parallèle avec l'allongement de la durée de vie des animaux, et il y a eu vraiment une accélération à partir des années 2010-2015 avec des nouveaux types de médicaments qui sont apparus sur le marché vétérinaire, des anticorps monoclonaux, des thérapies ciblées, etc. Les maladies les plus souvent couvertes, bien sûr, par ces innovations étaient la dermatite atopique, l'arthrose et la gestion de la douleur chronique, le diabète, la cancérologie, mais aussi la cardiologie, la néphrologie, etc. Il ne faut pas oublier le diagnostic, qui est extrêmement important également, parce que avoir des thérapeutiques c'est bien, mais si on n'est pas capable de les diagnostiquer, du coup ça sert pas à grand chose, et qui participe à l'amélioration de la médicalisation des animaux. Alors, je sais pas, on avait en tête il y a 20 ans, on se disait le marché, on va dire, des animaux de compagnie, au niveau du médicament toujours,
c'était en gros réparti en 4 parts à peu près égales. On avait les antibiotiques, les antiparasitaires, les vaccins et tout ce qui était autre. Et dans autre, en gros, on avait la médecine interne qui était finalement pas si développée que ça. On se rend compte aujourd'hui, en 2025, alors c'est au niveau européen, que le plus gros marché en animaux de compagnie sont les antiparasitaires, externes, internes et endectocides, suivis juste derrière par les médicaments de médecine interne. Donc il y a eu une évolution majeure de cette catégorie, très corrélée bien sûr à la médicalisation et à la gestion des maladies chroniques, on va le voir. Ensuite les vaccins qui sont à la 3e place. Et quand on regarde les antibiotiques, eh ben là on se rend compte que finalement ils sont très loin derrière, avec des antibiotiques oraux qui ne représentent plus que 3% de ce marché. Évidemment, il y a d'autres antibiotiques dans les autres, les injectables, etc., mais qui sont tout petits. Si on regarde avec un autre prisme les marchés en Europe et en France, sur les 5 dernières années, on se rend compte que les 2 marchés les plus dynamiques sont les antiparasitaires, endectocides, avec beaucoup d'innovations qui sont sorties, et la médecine interne dans les 2 cas, au niveau européen comme au niveau français, donc ce qui corrobore cette évolution majeure. Enfin, on peut considérer que l'innovation, c'est aussi l'amélioration de l'offre existante, avec une amélioration de l'offre qui va permettre d'améliorer à la fois l'efficacité des traitements et l'observance des traitements. On a des innovations galéniques, on a des vaccins par exemple qui ont eu des durées d'efficacité allongées, on a des médicaments avec des durées allongées, des protocoles qui sont simplifiés, et c'est extrêmement intéressant, mais à la fois, et assez paradoxal, c'est que en améliorant cette couverture, par exemple si on prend les vaccins avec des durées d'immunité qui durent plusieurs années, eh ben on arrive à une sorte de paradoxe, au fait qu'un des critères qui nous permet d'évaluer la médicalisation, qui est par exemple le taux de visite annuel chez le vétérinaire, ben finalement les animaux, peut-être grâce à ces innovations, si tout va bien, qu'il n'y a pas de bilan annuel de santé, ben peut-être qu'on va le revoir que dans 3 ans, et pas tous les ans. Donc finalement, on peut aussi avoir un biais pour ensuite évaluer notre médicalisation si on utilise le seul critère de taux de visite annuel chez le vétérinaire. Alors évidemment, il n'y a pas uniquement l'innovation thérapeutique et diagnostique, bien évidemment, et je pense qu'on va beaucoup en parler avec les autres intervenants. Le développement de l'offre de service, il est majeur. Le développement de la médecine préventive au sens large, qui dépasse le cadre de la seule vaccination, avec des bilans de santé, des bilans seniors, des consultations pubertaires, le rôle de leur production, la discussion autour de leur production. On va le voir, on est de plus en plus vers une médecine personnalisée, je dis personnalisée au sens où l'animal devient une personne, et en tout cas individuelle, mais on est loin encore de l'offre anglo-saxonne avec des généralisations de plans de prévention qui permettent d'avoir des bilans très réguliers des animaux qui ne s'est pas développé en France ou très peu. On a une amélioration continue de l'offre avec, historiquement, les structures vétérinaires qui sont de plus en plus travaillent de plus en plus sur la partie canine, des ruraux qui sont devenus mixtes et parfois mixtes après dominance canine, et ça c'est vrai sur tout le territoire français. Le développement des vétérinaires à domicile, le développement des urgences, le développement de spécialistes à la fois en nombre dans les spécialités, le nombre de l'oncologie par exemple n'existait pas il y a quelques années, et aussi l'organisation des structures qui permet, avec un rôle prépondérant, de plus en plus prépondérant, et c'est que le début je pense, notamment du rôle de l'ASV. Et on a parlé du développement de l'offre diagnostique bien sûr. On constate, et on l'a vu tout à l'heure, qu'on a toutefois en France un lent développement de l'assurance santé, alors qui se développe petit à petit, mais qui reste faible, et qui évidemment, on l'a vu, un énorme levier de médicalisation dans les pays qui ont adopté l'assurance, puisque ça permet d'atténuer le frein financier, qui on va le voir est un des freins les plus importants. Alors justement, le frein principal semble être aujourd'hui le frein financier pour la médicalisation, outre bien sûr tous les autres critères. On a également chez le chat la question du stress, les propriétaires qui ne vont pas dans les cabinets vétérinaires parce que le chat est trop stressé. Alors même s'il y a des solutions pour résoudre ça, il y a aussi le développement de la médecine à domicile, etc. Mais la question de la capacité des clients à payer, à faire des sacrifices, il y a des études récentes qui l'ont démontré, beaucoup de propriétaires d'animaux sont prêts à faire des sacrifices pour leur propre santé parfois, pour leurs loisirs, pour beaucoup de choses. Et puis on peut se poser la question, est-ce qu'il y a réellement un frein technologique aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des choses qui limiteraient le développement de
d'innovation majeure. En vétérinaire, pas sûr, sauf si on a ce frein financier finalement. Ensuite, on garde quand même en France une perception qui semble insuffisante de l'importance de la prévention, avec un modèle curatif qui reste ancré, en tout cas dans la tête de certains propriétaires d'animaux, qui ne vont aller chez le vétérinaire qu'en cas d'urgence. C'est-à-dire que la notion de prévention, ou d'aller faire un bilan, ou d'aller régulièrement, n'est pas forcément ancrée en eux. Le cas du chat d'intérieur, qui est un cas intéressant, parce que c'est un peu un dilemme de savoir comment faire de la prévention sur un animal qui est peut-être soumis à moins de risques, etc. Et puis, on a un marché qui est quand même qui a ses contraintes. On parlait tout à l'heure de l'assurance. C'est sûr qu'aujourd'hui, le code de déontologie des vétérinaires interdit l'intermédiation d'assurance. Voilà, donc le vétérinaire, à différence d'autres pays où c'est possible pour un vétérinaire de parler activement d'assurance. Et puis, la publicité qui est interdite pour certains médicaments qui ont largement développé le marché, on l'a vu récemment, qui sont soumis à prescription, mais on a la possibilité aujourd'hui de faire de la publicité auprès du public pour les vaccins et la communication des vétérinaires depuis la dernière refonte du code de déontologie, c'est quand même largement ouverte. Pour terminer, on peut dire qu'on a un grand marché à fort potentiel qui n'est que partiellement exploité, on l'a vu, une des plus grandes populations animales d'animaux de compagnie d'Europe, un attachement émotionnel humanisé, une médicalisation en croissance largement portée par l'innovation et la meilleure organisation des acteurs. Le chat qui reste très largement en retrait, on l'a vu, hein, c'est dans beaucoup de pays le cas. Un chat non vacciné, est-ce qu'on peut considérer qu'il est médicalisé? Dans la grande majorité des cas, la vaccination va quand même rester l'acte de base, ou alors il sera médicalisé le jour seulement où il en aura besoin. Et puis cette question centrale de la capacité financière des clients qui est quand même à prendre en considération, avec pas mal de perspectives. La prévention, on en a parlé, la gestion du chronique, la personnalisation des thérapeutiques, et également à tous les niveaux, que ce soit de la prévention jusqu'à la thérapeutique de précision. Je vous remercie pour votre attention.